Alors voilà, je suis en compagnie maintenant de Michel Collat. On va ouvrir officiellement le colloque, même si on a eu une première, un premier segment avec la pratique matinale. Euh, Aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de, d'accueillir Michel. Michel, je l'ai connu, je pense que c'était à l'automne hein, qu'on a commencé à discuter ensemble avec Daniel. Euh, j'ai reçu depuis son livre qui a écrit dernièrement sur les Yoga Sutras. Franchement, je vous le recommande. On va faire des commandes pour vous. Il va probablement y avoir, il y a un de mes amis qui s'en vient euh, au Québec bientôt. Et il va sûrement arriver avec une boîte de livres de Michel. Puis, à la limite, on pourra en commander davantage parce qu'il y a des limites à ses bagages, à cet ami-là, mais on va essayer d'avoir ce livre-là disponible au CTY pour vous. Comme je disais tantôt, c'est un livre qui nous parle de quelque chose qu'on connaît parce que la plupart d'entre nous, on a travaillé les Yoga Sutras et je pense que c'est hyper important de revenir à nos piliers de base qui sont les yamas, niyamas. Puis souvent, on les oublie parce qu'on est en train de faire d'autres choses, la méditation, le samyama sur la lune ou des choses comme ça, mais l'essence même de notre pratique de yoga sont dans les deux premiers sutras, je trouve. Puis c'est ça qui va faire que notre vie sera plus harmonieuse, puis nos contacts avec les gens seront plus harmonieux également. Donc, je suis vraiment, vraiment très contente d'accueillir Michel Collat parce que je considère que Michel Collat a fait un travail considérable sur la relation aux autres puis la relation à soi avec les yamas niyama. Et même si le, le colloque en tant que tel était vraiment sur les différents stades de la vie, je pense que les niyamas et les yamas c'est constant. Et depuis le jeune âge jusqu'à la fin de notre vie, c'est hyper important que ça soit là. Donc, Colas. Oui, Colas. Je m'excuse, j'ai encore magané ton nom, Michel. Alors voilà, Michel vient de la Belgique, puis on prononce le S à la fin de son nom. Donc, ça fait déjà quelques mois que je le prononce mal. Alors, désolée si je me trompe encore. Bienvenue. Merci, Michel, d'être là. Puis, je te laisse tout l'espace dont tu as besoin pour nous parler des yamas niyamas. Eh bien, merci à Suzanne, merci aux personnes qui m'invitent, parce que je crois que tu n'es pas seul dans l'équipe. Il y a Daniel, bien sûr, Daniel Pinault, que je connais un peu, puis d'autres personnes. Voilà. Comme tu l'as dit, je suis belge, et donc je ne vais pas tout à fait parler la même langue que vous par moment. Il y a des vocabulaires qui sont différents. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si quelque chose vous surprend ou si quelque chose n'est pas clair, interrompez-moi, il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Comme beaucoup d'entre vous sont professeurs, je me suis posé la question, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter? On va bien voir. En tout cas, moi, j'essaye que ce soit très concret, les yama niyama. Donc, j'amène des exemples de la vie de tous les jours et on va voir que c'est peut-être pas toujours aussi facile que ça à respecter les yama niyama. On va passer environ 1 heure ensemble, je vais faire un exposé, et puis on prendra un temps de 15 minutes, je pense, pour les questions-réponses, hein, environ. Donc voilà. Je vais très rapidement rappeler, parce que la plupart d'entre vous le savent, puisque vous êtes professeur, il y a probablement des personnes qui ne sont pas professeurs, qu'on se trouve donc dans le cadre probablement de ce qui est le texte le plus important du yoga sur les 3 textes les plus importants, que ce texte est attribué à Patanjali, ce qui signifie celui qui est tombé dans les mains implorantes des hommes.
Ça signifie que les hommes imploraient. Et pourquoi est-ce qu'ils imploraient? C'est parce qu'ils souffraient. Ils souffraient au niveau du mental. Et donc, Patanjali, contrairement à ce que beaucoup de nos élèves imaginent, le texte principal du yoga ne parle pas tellement des postures. Il n'y a d'ailleurs aucune posture qui est présentée dans le texte. Ça étonne toujours les élèves. Patanjali parle principalement du mental. Dans le cadre de son texte, au 2e chapitre, il y a ce que l'on appelle l'Ashtanga Yoga, le yoga royal, bien que le texte dans son ensemble soit aussi appelé l'Ashtanga Yoga, le yoga royal, pardon, pas l'Ashtanga Yoga, le Raja Yoga, le yoga royal, excusez-moi. Donc, le yoga aux 8 membres, l'Ashtanga Yoga, est appelé aussi le Raja Yoga. Dans ce Raja Yoga, vous le savez, il y a 8 points, puisque Ashtanga, ça signifie 8 membres. Les 2 premiers membres étant les yamas, les disciplines, que je vais appeler ça comme ça, de relation aux autres, et les niyamas, les disciplines de relation à soi. Puis viennent les postures, les asanas, les pranayamas, les techniques respiratoires et énergétiques, la rétraction des sens, pratyahara, la concentration, dharana, la méditation, dhyana, et le samadhi, que moi j'aime bien traduire par l'enstase. Voilà. Alors, ce qui va nous occuper aujourd'hui, ce sont les yamas niyamas. On va commencer par les yamas. Les yamas commencent au sutra 28 du 2e chapitre, et l'ensemble des yamas et niyamas se termine selon la façon dont on lit le texte au 3e chapitre, soit au sutra 3, soit au sutra 8, soit au 55, mais nous n'allons pas polémiquer et entamer une discussion là-dessus aujourd'hui. Le premier yama, les yamas, ce sont plutôt des réfrénements, des choses à ne pas faire. Je vais essayer, je vais trahir un peu Patanjali, très légèrement, en essayant de transférer tout ça en termes positifs. Alors, pourquoi est-ce que je transfère ça en termes positifs? Parce que le premier yama, c'est par exemple ahimsa. C'est un A privatif. Himsa signifiant violence et ahimsa, donc la non-violence. Pourquoi est-ce que je traduis ça en termes positifs, comme l'amour universel ou la bienveillance? J'aime bien le mot bienveillance, qui est fort à la mode d'ailleurs pour le moment. Parce que notre cerveau, et on va en reparler peut-être au cours de cette heure-ci, notre cerveau n'enregistre pas le négatif. Je ne sais pas si vous le savez, notre cerveau n'enregistre pas de négatif. Donc, si vous dites « je ne veux plus fumer », votre cerveau il ne va retenir que ce qui l'intéresse, c'est fumer. Donc, si vous parlez de non-violence, voilà, il y a toujours le risque. Donc, je préfère parler de bienveillance. Alors, vous allez me dire, Michel, on peut passer au terme suivant parce que moi, je ne suis pas violent. Il n'y a aucun problème, je suis prof de yoga, je ne suis pas violent. Alors, on va se poser un moment, si vous voulez bien, et on va voir si on n'est pas violent quand même de temps en temps. J'aime bien prendre l'exemple suivant. Vous faites votre séance de yoga le matin, comme tous les matins, j'imagine, et puis vous sortez de votre pièce où vous faites votre séance, et vous arrivez dans la cuisine, et la personne qui partage votre vie n'a pas fait le café. Et vous vous fâchez parce que le café n'est pas prêt et que vous devez partir au travail. Vous n'êtes pas violent, non, 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 non. Vous venez de vous fâcher parce que simplement le café n'était pas fait. Imaginons que vous viviez seul, la cafetière tombe en panne, vous commencez à râler et à taper dessus. Vous n'êtes pas violent. Vous êtes au volant de votre voiture, vous faites une queue de poisson, vous avez des gros mots qui vous viennent à la bouche. Vous n'êtes pas violent. Je pourrais multiplier les exemples à l'infini et on voit que c'est peut-être pas si évident que cela de ne pas être violent. Bien sûr, ce ne sont pas des violences extrêmes, mais quand même. J'enguirlande ma femme le matin parce qu'elle n'a pas fait le café. Je vous rassure, je ne bois pas de café. Ma femme, je l'énerve. Elle monte dans sa voiture. Vous connaissez tous la chaîne des causes et effets. Elle monte dans sa voiture. Elle arrive au premier carrefour. Elle est en retard à cause de moi parce qu'elle a dû faire le café finalement. Elle brûle une priorité. Elle fait un accident. Et le type avec qui elle fait l'accident, elle l'enguirlande en plus. Lui, il s'énerve, il arrive au boulot énervé, elle aussi, et ainsi de suite. On peut imaginer une chaîne sans fin à cause d'une tasse de café qui n'était pas prête. Patanjali nous en dit encore plus par rapport à ça.
il nous dit qu'il y a 3 manières d'être violent. C'est en l'étant de façon directe, c'est-à-dire je frappe, je tue, je viole, je ne vais pas faire une liste trop longue. En étant, comment dirais-je, de manière indirecte, je vais essayer de prendre des prénoms plus anciens, je ne sais pas, Gwendoline est au bureau et Sigismonde n'aime pas Gwendoline, Gwendoline n'aime pas Sigismonde. Je cite des prénoms anciens, comme ça je ne vexe personne dans les prénoms que vous avez là. Et Gwendoline, elle va dire à une autre copine, tu sais ce que Sigismonde... Non, Monique, par exemple, va dire à Sigismonde, tu sais ce que Gwendoline a dit sur toi, et hop, on entame tout de suite un conflit entre 2 personnes, et soit on se retire soi-même après, et on admire ce qu'on a fait. C'est une façon indirecte d'agir. Il y a une 3e façon d'agir, dit Patanjali, c'est en laissant faire ou en encourageant. On voit déjà que ça se complique. Il y a aussi 3 types de violence, nous dit Patanjali. C'est la violence physique, directe, donc je frappe, par exemple, mais c'est aussi la violence orale. Ah tiens, est-ce qu'on n'est jamais violent? Si je dis, je vais parler à Suzanne, Suzanne, oh, tu as vraiment une jolie robe aujourd'hui. Ou si je dis, Suzanne, ta robe, elle est pas mal, tu as été chercher ça où? Vous voyez la différence de ton. Et donc, que ce soit la façon de le dire, les mots qu'on emploie, le ton, l'ironie ou la sympathie, etc., tout ça intervient. Et la 3e façon d'être violent, c'est mentalement aussi. Il y a des gens qui ont l'air très gentils comme ça, mais dans leur tête, ça tourne sans arrêt. Si je suis en voiture, j'aime bien te reprendre cet exemple-là, parce que j'imagine que chez vous, comme chez nous, les bouchons, on dit que bouchons en voiture aussi chez vous, quand il y a beaucoup de voitures et qu'on n'avance plus. Voilà. Les gros mots, parfois c'est pas oral, mais parfois c'est dans la tête, même ça, voilà, c'est pas très yogique, c'est pas très yaman, yama. On emploie des gros mots, on dit, mais enfin celui-là, ben, voilà. Et on oublie de penser que peut-être que celui qui m'a coupé la route, il conduit peut-être sa femme à l'hôpital pour accoucher, ou que c'est le médecin qui ceci, enfin voilà, ou simplement c'est quelqu'un qui est énervé et qui ne fait pas du yoga, alors que nous on en fait. Voilà. Donc, Patanjali nous invite, et je vous y invite aussi, bien que je ne suis pas Patanjali, à réfléchir à nos comportements, qu'ils soient en pensée, en parole ou en acte. C'est déjà un fameux boulot, hein, on n'est qu'au premier point. Hein. On a déjà du boulot quand on fait ça, quand on examine comment on fonctionne dans la vie de tous les jours, même si on est sympa, gentil, que le monde nous apprécie, combien de fois est-ce que nous ne sommes pas en porte-à-faux par rapport à ce que dit Patanjali? Je prends l'exemple aussi de la colère. Je vois que vous êtes 50 participants. Je ne peux pas vous demander de lever la main comme dans une salle, mais quand je donne une conférence sur le sujet, je demande toujours qui est colérique dans la salle. Soyez honnête, ça restera entre nous. Oh, Suzanne? Oh là là, merci pour ton honnêteté. Mais je ne vois pas les autres, donc je ne sais pas combien de mains sont levées, mais je suis certain, je suis absolument certain qu'il y a au minimum 5 mains, si pas 10, qui se sont levées. Alors, avec les colériques, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Pourquoi? Le colérique, il pique souvent des colères parce qu'il a accumulé des choses, des ressentiments, et puis à un moment donné, ça explose. Ça explose parce qu'il a accumulé, par rapport à des situations précédentes, des ressentis pas très positifs. Et quand ça explose en plus de façon disproportionnée par rapport à l'événement qui vient de se passer. Tu es d'accord, Suzanne? Et ça engendre de la souffrance, dukkha, aussi bien chez celui qui pique sa colère parce qu'il se rend compte que c'est exagéré par rapport à l'événement qui se passe, parce que son rythme cardiaque s'accélère trop fort, etc. Ça provoque aussi de la souffrance chez celui qui est le réceptacle de cette colère. Et donc, et ça peut même engendrer
de la souffrance dans tout le groupe qui entoure, si c'est une famille ou dans une équipe au travail, dans une entreprise, etc. Et donc, le yoga, par rapport à ça, la pratique du yoga nous amène à deux choses. Un, des choses qui nous auraient avant énervés, poussés à la colère, vont le faire moins, voire plus du tout. La deuxième chose, c'est que la pratique du yoga nous apprend à observer notre respiration, à observer comment nous fonctionnons. Si j'observe que je suis en train de m'énerver, je peux reprendre le contrôle de ma respiration, arriver peut-être à me calmer, ou en tout cas dire, est-ce qu'on peut faire une pause, mon amour, ou ma collègue, ou mon collègue, est-ce qu'on peut faire une pause? Je sens, à la limite, pourquoi ne pas le dire, je me sens que je suis en train de m'énerver, je voudrais bien aller faire un tour, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, toujours donner une limite de temps, et pas dans 6 mois, évidemment, ça peut être l'après-midi ou dans une heure, et dire, voilà, je reviens vers toi quand je serai calmé. Et le yoga, pour ça, donc, est déjà d'une grande aide. Une chose aussi, c'est quand on se retrouve face à des gens colériques ou des gens qui nous agressent. Dans ce cas-là, moi, personnellement, ce que j'essaye de voir, c'est la souffrance de l'autre. Si l'autre est agressif, si l'autre est colérique, si quelque chose le touche, ça n'est pas nécessairement de ma faute, mais c'est parce qu'on a touché quelque chose de profond en lui qui le fait souffrir et qui le fait réagir de façon excessive. Donc, l'important, c'est d'aller voir la souffrance de l'autre. On ne sait pas quelle est cette souffrance. On ne sait pas quelle est l'origine de cette souffrance. Lui-même ne le sait pas. Mais nous pouvons ressentir cette souffrance et agir en fonction pour désamorcer le conflit. Vous me suivez? C'est difficile, évidemment, par Internet. Vous n'êtes pas dans une salle, vous ne pouvez pas peut-être me répondre, je ne sais pas. Voilà. Les gens peuvent répondre sur le chat, sur la Discussion. discussion. Et puis, en plus, si vous voulez ouvrir votre micro, vous pourriez le faire éventuellement. Je trouve que c'est vraiment super intéressant ce que tu dis. Moi, je trouve que ça a rapport particulièrement à nos valeurs profondes, les valeurs profondes de toute l'humanité. Souvent, la colère vient déclencher quelque chose où on sent qu'il y a un besoin universel qui n'est pas comblé. Oui. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans au niveau même de la communication non violente qu'on a déjà regardé ensemble. Voilà, ça Donc, peut être un besoin de reconnaissance qui n'est pas absolument. rencontré, ça peut être, voilà, ça peut rappeler des... Je raconte dans mon livre, parce que je le raconte souvent dans les conférences. Quand j'étais petit, ma mère m'a dit, tenez-vous bien, j'espère ne blesser personne dans nos auditeurs, ma mère m'a dit, les personnes qui ont des lèvres fines sont de mauvaises personnes. Toute ma vie, jusqu'à un certain âge où ça m'est revenu en tête et où, quand j'ai commencé à faire du yoga, à m'intéresser au niyama niyama, toute ma vie, quand j'ai vu des personnes avec des lèvres fines qui s'approchaient de moi et qui venaient me parler, j'étais sur la défensive. Inconsciemment, elle m'a peut-être dit ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, pas plus. Mais c'est marqué dans mon cerveau d'enfant. Le yoga, c'est ce qui nous amène à prendre conscience de tout ça aussi, je pense, en tout cas à y réfléchir et à agir pour changer l'angle de vue. Et la pratique du yoga, c'est ça aussi, la pratique sur le tapis. Quand on se met la tête en bas, c'est se voir soi et voir le monde sous un autre angle. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on fait des torsions, tout ça, toutes les postures que nous faisons, elles ont aussi cet objectif-là, c'est de voir les choses sous un autre angle. Et ça doit rejaillir dans la vie de tous les jours. Voilà. Alors, on va voir dans quelques instants qu'il ne faut pas rêver trop non plus, on n'est pas des saints, on n'est pas des sages, mais on peut en tout cas progresser. Je vais en rester là pour Ahimsa parce que nous avons un temps limité et il y a encore beaucoup de choses à dire, et notamment Patanjali donne chaque fois des fruits, mais nous n'aurons pas le temps de parler de ces fruits-là aujourd'hui. Le deuxième yama, c'est l'authenticité, la sincérité, la franchise. C'est ne pas jouer un rôle. Souvent, nous jouons un rôle, nous avons un métier, une position sociale, etc. Et on joue un rôle. Et l'idée, c'est de faire coïncider ses pensées, ses paroles,
ses actes et les résultats de ses actes. C'est tout un défi et nous sommes rarement là-dedans parce qu'il y a des tas d'éléments qui interviennent, l'image de soi qu'on veut donner aux autres, l'image que les autres ont de nous, la position sociale peut-être, etc., font que nous utilisons parfois des demi-vérités, que nous sommes attentifs au regard que les autres ont sur nous, etc. Une chose importante sur l'authenticité, la franchise, c'est que ça ne consiste pas à dire ces 4 vérités à l'autre. Ça, c'est se défouler. On est dans la violence, là. C'est pas vider son sac. Vous dites ça aussi chez vous, vider son sac, hein, ok. C'est ne pas manipuler les propos des autres. Hein. Parfois, quelqu'un vous dit ça et on fait gonfler l'histoire. Dans la formation que j'ai reçue, on parlait aussi de la chose suivante. Ce n'est pas Patanjali qui le dit, mais dans le développement, moi j'aime beaucoup cette notion-là. C'est Juba, J-U-B-A. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que l'on dit doit être juste, utile, bienveillant et agréable. Juste, c'est la moindre des choses. Si quelqu'un me vient me dire, tu sais, il paraît que Madame une telle a dit ceci, il paraît que ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que ce que je vais dire à la personne est juste? La deuxième chose, est-ce que ça va lui être utile? Ça ne sert à rien d'aller lui répéter que machin a dit du mal d'elle. Ça va apporter que des conflits. On se retrouve dans Ahimsa avec la manière d'agir de façon indirecte. Est-ce que c'est bienveillant? Il faut que ce soit bienveillant, selon le yoga. Et est-ce que c'est agréable? Donc, si, quand on prend la parole, on réfléchit systématiquement à ces 4 points-là, on va parler beaucoup moins. On va économiser de l'énergie. On aura moins de conflits. Juba, c'est intéressant. Il y a des exceptions. Ça n'est pas toujours agréable. C'est-à-dire qu'un patron d'entreprise dont le salarié est tous les jours en retard, qu'il a déjà averti et qui doit sanctionner, c'est juste, c'est utile, c'est bienveillant vis-à-vis des autres aussi, mais ce n'est pas agréable pour la personne. Si un médecin doit annoncer un cancer à quelqu'un, c'est juste, c'est utile, c'est bienveillant, mais ce n'est pas agréable. Il y a de rares exceptions. Ouh là là, ça se complique, dites-vous, et ce n'est pas fini parce qu'en fait, moi, dans ce qu'on m'a appris, c'est que Satya devait respecter Ahimsa. Donc, quand on prend la parole, ça doit respecter le premier point, c'est-à-dire la non-violence. Ça doit être bienveillant. Et chaque point qu'on va citer doit respecter les précédents. Ne partez pas, hein, n'ayez pas peur. Le troisième point, et n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions, sinon on le fera après. Asteya, c'est l'honnêteté, le non-vol, puisque Patanjali s'exprime comme ça, non-violence, non-vol, etc. C'est l'honnêteté. L'honnêteté, j'espère que pour les profs de yoga, ça ne pose pas trop de problèmes quand même, c'est la moindre des choses. C'est ne rien prendre sans l'accord de l'autre. C'est assez simple à comprendre. Ce n'est pas toujours si évident que ça. Par exemple, quand on forme des professeurs ou quand on donne cours, on a parfois tendance à prendre des choses qui appartiennent aux autres, des idées qui viennent des autres. Pourquoi ne pas dire, ben, cette idée-là, elle vient de tel livre ou de telle personne, cette citation, elle est de un tel, etc. Et ça, c'est aussi bien, comment dirais-je, au niveau matériel, hein, ne pas voler des objets, mais qu'au niveau des connaissances, des pensées, etc. Vous me suivez? Donc, le vol peut recouvrir différents aspects. On le voit de plus en plus aujourd'hui avec Internet où des gens vont prendre des textes qui appartiennent à quelqu'un d'autre, en extraire des passages et font un autre texte en signant de leur nom. Les professeurs d'université sont confrontés beaucoup à ce problème-là, puisque aujourd'hui, les étudiants peuvent aller chercher des mémoires. Vous dites ça aussi en fin d'études, faire un mémoire. Donc, c'est un travail de fin d'études. Ils peuvent aller chercher des mémoires qui ont déjà été faites sur un sujet et le présenter au professeur. C'est une forme de vol. Il y a différents types de vol, mais voilà.
Et donc, c'est aussi bien au niveau matériel, voler des objets, que aussi au niveau des pensées, des connaissances, etc. Et ça aussi, ça doit respecter Ahimsa et Satya, donc ça doit respecter la non-violence et l'honnêteté. Le quatrième yama, c'est Brahmacharya. Brahmacharya, je le traduis par tempérance, modération. Dans beaucoup de livres, on parle d'abstinence sexuelle. L'idée, c'est plutôt d'arrêter la dispersion des sens. Nos sens sont sans cesse sollicités. Et dans le monde actuel, c'est terrible. J'ai vu l'autre jour les chiffres de combien de secondes un adolescent aujourd'hui est capable de rester concentré. Je ne sais plus si c'est 3 ou 13. Enfin, de toute façon, c'est rikiki, c'est rien du tout, parce que sollicité tout le temps. Quand vous regardez un adolescent qui étudie, ou un universitaire, un jeune universitaire, il a son PC qui est ouvert devant lui, il a son smartphone, il répond à des SMS, des appels téléphoniques, à des mails, tout ça en étudiant. Ça devient extrêmement compliqué, et même pour nous, parfois, de rester concentrés. Parce que notre mental et nos sens sont tout le temps attirés ailleurs. Alors, ça, je parle du mental, mais nos sens sont attirés au niveau alimentaire, au niveau des magasins, c'est sans arrêt, vous allez n'importe où, vous avez des Ikea aussi chez vous, vous allez vous balader chez Ikea, mais vous avez 200 modèles de chambres à coucher, enfin, il y a un choix. Et à la limite, on ne sait plus choisir tellement il y a. Nos sens sont sans arrêt sollicités pour acheter, pour consommer. Voilà. Et donc, Brahmacharya, l'idée, c'est d'arrêter cette dispersion. Ça ne veut pas dire qu'on n'achète plus rien, ni rien, il y a des choses qui sont nécessaires, mais c'est d'arrêter cette dispersion au niveau du mental. Au niveau de la sexualité, puisque dans beaucoup de livres, on dit c'est aussi se passer de sexualité. Dans notre école, on nous apprend en tout cas que c'est avoir une vie sexuelle normale. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est une vie sexuelle normale? C'est respecter l'autre dans sa sexualité. Et là, ça devrait s'adresser peut-être plus, sûrement même plus aux hommes qu'aux femmes. C'est respecter l'autre dans sa sexualité, dans sa sensualité. Et ça, c'est vraiment un aspect important, je trouve. On n'en parle pas assez et les hommes entre eux devraient peut-être plus en parler aussi. Mais voilà. Et l'idée de Brahmacharya, c'est donc de ne pas oublier l'essentiel. Qu'est-ce que je fais quand je fais du yoga? Qu'est-ce que je fais quand je fais du yoga? C'est pas mettre mon pied sur la tête par derrière, ça m'est complètement égal. Moi, si vous faites ça, c'est très bien pour vous. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui change dans votre vie quand vous faites du yoga. Vous pouvez connaître tous les textes que vous voulez, vous pouvez m'épater, ça ne m'épatera jamais. Je m'excuse, hein, mais ce qui m'importe, c'est ce que j'ai envie de vous poser à chacun, c'est qu'est-ce qui change dans ta vie depuis que tu fais du yoga. Le reste, je m'en fiche. Ça ne m'intéresse pas. Le yoga est là pour nous aider à évoluer en tant qu'être humain. Et donc, les yama niyamas sont des outils, je dirais même que n'importe qui ne fait pas du yoga, et quel que soit l'âge, est un outil parmi les plus performants qui soient. À propos de l'âge, tu l'as dit, Suzanne, mais j'ai oublié de le dire, effectivement, les yama niyamas, ça concerne toutes les tranches d'âge. On peut parler des yama niyamas aux enfants. Moi, je l'ai fait, j'ai donné cours aux enfants. Ils arrivent au cours, on a volé, je ne sais pas, un smartphone dans un sac ou même un crayon, un bic. Voilà, c'est l'occasion de parler du non-vol. Voilà, de manière différente de ce que je fais là peut-être, mais c'est l'occasion de le faire. Voilà. Et donc, une dernière chose, c'est ne pas donc oublier ses aspirations, l'essentiel de nos objectifs en tant que pratiquants, Brahmacharya. Et une toute dernière chose, c'est que la personne qui, par exemple, a une vie sexuelle réduite, parce qu'elle a peur du sexe, elle n'est pas dans Brahmacharya. Ce n'est pas le respect de Brahmacharya, c'est de la peur, c'est autre chose. Vous voyez? Le dernier point, je surveille l'heure en même temps, hein, c'est un défi de présenter les yama niyama en une heure. Le dernier point, c'est aparigraha, que je traduis par la non-avidité, la sobriété, et nous, ici, on aime bien ajouter la générosité. La sobriété, c'est acheter, consommer ce dont on a besoin et pas plus. Or, nous sommes, j'imagine chez vous aussi,
dans une société, on l'a dit, où on nous propose toujours de faire plus, d'acheter plus, de consommer plus. Je prends l'exemple souvent des collectionneurs, parce que j'ai été collectionneur à un moment donné, avant de faire du yoga. Et le collectionneur, il n'est jamais satisfait. Et parce qu'il lui manque toujours une pièce. Jusqu'à sa mort, il va lui manquer des pièces. Ça, c'est certain. Et donc, il y a tout le temps une frustration. Il y a tout le temps un désir, une envie, quelque chose qui occupe la tête et qui obsède. Voilà. Il suffit de déménager. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont sûrement déjà déménagé. C'est extraordinaire, les déménagements. C'est extraordinaire parce que là, vous voyez tout ce que vous avez en trop. Hein. Tant qu'on est dedans, on ne se rend pas compte. Même si on fait des grands nettoyages chaque année. Mais le jour où on déménage, on se rend compte, ah, j'avais ça, ah, ça est là, ah, ça n'a jamais été utilisé, ah, la boîte n'a même pas été ouverte, etc. C'est très intéressant. Et il y a cet aspect aussi de donner. Aujourd'hui, par exemple, j'imagine qu'au Canada et au Québec, etc., c'est pareil, il y a des boîtes à livres où on peut aller déposer des livres et que d'autres viennent prendre pour lire et en échange, ils mettent eux-mêmes un livre, etc. Ou la technique qui est plus difficile sous nos climats parce qu'il pleut souvent, mais de mettre des livres sur un banc public et puis la personne qui vient s'asseoir prend le livre, etc. Ça, c'est la générosité et c'est intéressant de donner ce dont on n'a plus besoin plutôt que de le revendre. Il y a des tas de gens, chez nous, on a de plus en plus de migrants qui ont besoin de se loger, de s'équiper, etc. C'est quand même plus agréable, je trouve, de donner à quelqu'un qui en a besoin que de revendre. Voilà. Par rapport au fait de donner, je ne sais pas si vous connaissez cette très belle histoire de Desi Cachar et de la montre. Je vois à vos visages que non. Desi Cachar a fait des études d'ingénieur, il a travaillé comme ingénieur, et puis il a dit à son papa, à Krishnamacharya, je veux étudier le yoga avec toi. Ce qui s'est fait, non sans mal au début, mais ce qui s'est fait. Je vois que Julie veut entrer, on doit l'admettre. C'est toi qui fais ça, Suzanne, ou c'est moi? Je ne vous entends plus, il n'y a plus de son. Oui, oui, je m'en occupe. C'est juste OK. que je pense qu'elle va devoir fermer son ordinateur et recommencer. OK. Ouais. Et donc, Desi Cachar étudie pendant 1 an le yoga avec son papa. Et puis, au bout d'une année, il veut lui acheter une très belle montre de marque. Krishnamacharya n'a absolument pas besoin de montre. Il regarde le ciel, il sait quelle heure il est. Mais bon, il lui offre la montre. Et puis, 2 jours après, il voit que la montre est au poignet d'un élève. Donc, Krishnamacharya s'est débarrassé de la montre, il l'a offert à quelqu'un d'autre. Desi Cachar est furieux. Il est jeune, il va trouver sa mère, il dit « Mais enfin, tu te rends compte, c'est dégoûtant, mon père, il a offert la montre que je lui ai donnée à quelqu'un d'autre. » Et sa maman le regarde et lui dit « Apprends à donner. La façon dont tu en parles, la montre, elle t'appartient toujours. » Je trouve cette histoire merveilleuse parce que souvent, quand nous donnons, après, qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné, de ceci ou de cela? Ce sont des choses qui sont intéressantes à réfléchir. Voilà pour les yamas. Je surveille le temps. Au niveau des niyamas, donc on entre dans la relation à soi-même. Donc je rappelle que dans les yamas, chaque point doit respecter les précédents. C'est la même chose dans les niyamas. Et tout ce qui est dit dans les yamas vaut, même si c'est pour la relation aux autres, vaut pour nous-mêmes. Si on est, comment dirais-je, on peut être violent avec soi-même. Les élèves qui forcent dans les postures, qui se blessent, etc., c'est une forme de violence vis-à-vis de soi-même. Donc la ahimsa vaut pour soi aussi. Okay? C'est important de ne pas de prendre conscience de ça. Au niveau des niyamas, le premier, c'est shaucha, la pureté. Alors, il y a la pureté externe, qui consiste à avoir un lieu de vie propre, un lieu de pratique propre, à faire attention à ce qu'on mange, la propreté des aliments que l'on mange, comment dire, la propreté des lieux qu'on fréquente. Chez nous, en Belgique, en France, par exemple, il devient interdit pratiquement partout de fumer, même sur les quais de gare, maintenant on ne peut plus fumer, ce qui est une très bonne chose. Hein,
Voilà. Mais souvenez-vous, quand vous alliez dans un café enfumé avant, vos habits, ils sentaient encore pendant 3 jours. Retenez bien cette idée parce qu'on va s'en servir dans quelques instants. Donc, c'est l'idée de tout ce qui est propreté externe. Le shaosha, c'est aussi la pureté interne, c'est celle du mental. On en a parlé même dans Ahimsa, on peut avoir des pensées négatives, mais c'est ça la pureté, c'est d'avoir des pensées positives, non violentes, des pensées d'amour. Quelqu'un qui est raciste, il n'est pas dans la pureté du mental. Ça implique aussi des choses pareilles que parfois il faut se séparer de certaines personnes parce qu'elles nous laissent au niveau du mental la même imprégnation que la cigarette sur les habits. C'est pour ça que je vous parlais de ces cigarettes tantôt et de garder l'idée en tête. Vous avez des personnes, vous les croisez et 3 jours après, vous avez toujours cette pollution dans la tête. Je pense que tout le monde connaît ça. Et donc, il y a parfois des gens qui doivent se séparer, même on va prendre les gens qui vivent en couple avec des pervers ou des perverses narcissiques, il vaut mieux qu'ils s'en aillent, mais ça peut être au niveau des parents, parfois, on a des parents toxiques et des choses ainsi, parfois il vaut mieux couper le cordon définitivement. Ce sont des cas extrêmes quand même. Et la troisième pureté qui résulte un peu des deux autres, c'est la pureté de l'âme. Et le travail du yoga, ça consiste donc à mettre de plus en plus de positif dans notre vie. Pour ça, j'aime bien prendre l'exemple du verre d'eau dans lequel on met de la terre dans le fond. Vous voyez l'image? Vous remuez et vous avez une boue très liquide. Hein, et vous essayez d'enlever le négatif, c'est-à-dire la boue, et vous prenez un filtre. Et dans 6 mois, vous êtes toujours là en train d'essayer d'enlever les grains de... Voilà. Et donc, Patanjali nous dit, c'est vraiment très flagrant dans tout le texte de Patanjali, il ne dit jamais essayer d'enlever le négatif. Il dit ajouter du positif. Comment est-ce qu'on va faire dans mon histoire avec le verre d'eau? Ben, vous allez prendre le verre d'eau, vous allez ouvrir le robinet avec de l'eau saine, vous allez le faire couler et la boue va sortir toute seule et quelques minutes après, vous avez un verre d'eau pure. Et donc, l'idée ici, c'est d'ajouter du positif à sa vie. Et il y a des notions comme Pratipaksha Bhavanam, etc. On ne peut pas développer ici, on n'a pas le temps, mais en tout cas, c'est l'idée d'ajouter du positif, de voir le positif. Ça ne veut pas dire nier tout le négatif qu'il peut y avoir, mais c'est rajouter du positif dans sa vie et forcément et automatiquement, ce sera dans la vie de votre entourage aussi, mais vous le savez. Le deuxième niyama, c'est samtosha, le contentement. Le contentement ne consiste pas à ne rien posséder, à ne rien avoir. Je pense que chez vous, vous avez des périodes où il fait très froid l'hiver, ben, il vous faut un toit, il vous faut du chauffage. Chez nous aussi. Mais chez nous, on panique déjà quand il y a -2. Chez vous, ça vous fait rire quand vous voyez qu'en Europe, il y a des bouchons quand il y a -2. Ici, les gens, c'est la folie, quoi. Il y a -2 degrés, c'est la panique totale. C'est savoir être content avec ce que l'on a. C'est la satisfaction avec ce que l'on a. Ça ne veut pas dire non plus que la personne ne va pas chercher à améliorer sa situation si le besoin est là. Et c'est important aussi, en tout cas ce que moi j'essaye d'apprendre à mes élèves, c'est de discerner les besoins des envies. OK? C'est très différent. J'ai envie d'un smartphone à 2000 $, ce n'est pas la même chose que j'ai besoin d'un smartphone. Le smartphone, il y en a peut-être à 100 $, je ne connais pas les prix chez vous, il y en a peut-être de très bons à 100 $. Un à 2000 $, on n'en a pas besoin. Mais peut-être qu'il y a des métiers où ils en ont besoin. J'ai un ami qui est passionné de musique classique, il a un smartphone à 1500 $ ou je ne sais pas combien, parce qu'il n'écoute que de la musique classique et il lui faut une qualité. Là, je peux comprendre. Mais quand je vois des gens qui ne savent pas payer leur loyer et quand le nouveau smartphone de telle marque va sortir, on fait la file dans les magasins à 4 heures du matin pour être là avant, à l'ouverture, pour être le premier à être servi pour avoir le dernier modèle, ça m'interpelle. Et ça se passe chez nous, je suppose que chez vous aussi, mais ça se passe réellement. Et c'est en général des gens qui n'ont pas les moyens qui font ça. Voilà. Samtosha, c'est le contentement. Et le contentement, il s'applique à nous, bien sûr, c'est aussi sur notre tapis et dans notre vie. C'est accepter ses limites.
il y a des postures, excusez-moi, il y a des postures que je ne sais pas faire. Il y a des choses que je ne saurais jamais faire. Alors, on peut se dire, de nouveau, on va revenir à cette idée positif-négatif. On peut se dire, comme beaucoup d'élèves, « Oh, quel dommage, je ne sais pas faire telle posture. Ah, quel dommage, j'ai découvert le yoga à 40 ans seulement, c'est fort tard. » Ben non, quelle chance, il te reste 45 ans à vivre au moins. C'est magnifique que tu aies découvert le yoga à 40 ans. Il y en a qui ne le découvrent qu'à 70, il y en a qui ne le découvrent jamais. C'est toujours arriver à tourner les choses en positif. On peut se dire, je sais déjà faire ça. Posture d'équilibre, je ne tiens que 2 respirations. Le prof a demandé 6. C'est magnifique, tu tiens 2 respirations, peut-être que demain, tu tiendras 3, et ainsi de suite. Donc, c'est cette idée-là. Je vous avoue que moi, personnellement, je ne fais aucune posture aboutie parce que j'en suis incapable. Peut-être Shavasana, là, ça je sais faire, me coucher sur le dos, et encore, il ne faut pas que l'esprit s'en aille. Je n'ai aucun problème avec ça. Voilà, j'ai mes limites. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, parce qu'on oublie souvent cet aspect-là, c'est de prendre conscience de toutes nos capacités. C'est important aussi de rappeler ça aux élèves. Toutes nos capacités, on a tous sans exception, des capacités dans différents domaines. Moi, ce n'est certainement pas la souplesse de certains yogis, mais ça m'est égal, il y a d'autres domaines où, voilà, où je m'en sors bien. Il y a une notion en Europe, je ne sais pas si vous l'avez aussi au Canada, au Québec, etc., qui a été initiée par Pierre Rabhi notamment. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Rabhi. Oui, je vois, oui, super. C'est la notion de décroissance heureuse, c'est-à-dire arriver à vivre heureux en possédant moins. Et quand on parle de possession, on pense toujours au matériel, à tout ce qu'on achète. Mais moi, j'aime bien d'étendre ça à toutes les possessions que l'on a, les possessions intellectuelles. Vous avez des personnes, elles connaissent tous les textes, elles étudient sans cesse, et elles sont très impressionnantes. Moi, ça m'intéresse que si la personne, ça lui apporte quelque chose dans sa vie, si ça change quelque chose dans sa vie. Si ça me réciter des textes et me dire, oui, Patanjali a dit ça, machin a dit ça, truc a dit ça, si c'est juste accumuler des savoirs pour accumuler, ça n'a aucun intérêt, c'est une perte de temps et d'énergie. C'est personnel, hein, ça, je trouve, c'est un commentaire personnel du texte, mais je pense que c'est important d'aller chercher ce qui nous est utile et accepter l'idée qu'on ne saura jamais tout, qu'on n'aura pas lu tous les textes, que voilà, être content avec ce qu'on a, c'est déjà pas mal. Le 3e niyama, c'est tapas. Vous connaissez tous, hein, tapas, là, que je vais traduire par discipline. Dans ce qui m'a été enseigné, il paraît que Krishnamacharya parlait de cela comme ceci. Il disait il y a 4 disciplines importantes. C'est asana, les postures. Là, je ne vais pas développer, vous connaissez. Pranayama, les techniques respiratoires et énergétiques. L'alimentation, mitara. L'alimentation, vous savez ce qu'il disait? Krishnamacharya, il disait 1/2 de solide, 1/4 de liquide et 1/4 de quoi, à votre avis? Ah, mais votre son est coupé à tous. Alors, je vais donner… Oui, vas-y, que Pauline X, je vois qu'il est mis Pauline. Pauline C, je ne sais pas. De l'air, de l'espace. Voilà, ah, la façon, votre accent est savoureux. De l'air. Je ne sais pas le faire comme vous. De l'air, exactement. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie arrêter de manger avant d'avoir la sensation que l'on a mangé assez. On sait aujourd'hui que le cerveau, il lui faut 20 minutes pour être averti qu'on a mangé assez. Et nous, les Occidentaux, on est riches, il faut le dire, on a tout ce qu'on veut, et donc on a tendance à manger trop, par exemple. Et l'idée, c'est vraiment s'arrêter avant d'avoir cette sensation de faim, et faites l'expérience, vous allez voir que 20 minutes après, vous aurez cette sensation de satiété. Le philosophe Théodore Monod, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si c'est connu chez vous, enfin, c'est un scientifique, il faisait beaucoup de retraites dans le désert, je pense qu'à 90 ans, il allait encore dans le désert, et j'entendais une fois une interview à
dans une radio française, et on lui demandait à quoi il devait sa longévité, puisqu'à 90 ans, il se baladait encore tout seul dans le désert. Il disait « Mon grand-père m'a appris à quitter la table en ayant faim ». Ça rejoint exactement ce que disait Krishnamacharya. Un demi de solide, un quart de liquide, un quart d'air. C'est difficile hein, pour nous quand la table est pleine. Et si on aime bien manger en plus. Voilà. La quatrième discipline principale, c'est Mahona, l'art de la parole. C'est ne pas parler trop, ne pas parler trop peu. Parfois, c'est savoir dire des choses quand on n'a pas envie. C'est une grande difficulté. Beaucoup de parents, aujourd'hui, laissent la bride sur le cou à leurs enfants parce qu'ils se sentent coupables, ils travaillent tous les deux, on n'a pas le temps de s'en occuper, il y a des tas de trucs, donc on laisse faire des choses, on dit « Oh, le pauvre petit ». Et on commence à voir que ça a des effets négatifs. Il y a une psychologue pour le moment, elle est la fille du chanteur Jean-Jacques Goldman, je ne sais pas si vous voyez qui est Jean-Jacques Goldman. Sa fille, je vous cite le nom, comme ça vous pouvez faire des recherches, elle étudie de plus en plus le comportement des jeunes et elle dit que pour le moment on est allé trop loin dans la gentillesse et les parents cool, etc. Et je pense qu'elle n'a pas tout à fait tort. Voilà. Ce sont les 4 disciplines principales. Bien sûr, il y en a d'autres, mais si on respecte déjà ça. Et donc, c'est savoir aussi parler quand on n'en a pas envie. S'il faut faire quelque chose de désagréable, d'inconfortable, ben, il faut le faire. Voilà. Mais la plupart du temps, nous avons tendance à parler trop pour la plupart d'entre nous. Le 4e niyama, c'est Svadhyaya. Svadhyaya, initialement, c'est l'étude de soi au travers des textes sacrés. Je ne sais pas chez vous, chez nous, les textes sacrés s'étudient de moins en moins. Mais je trouve intéressant cette idée de se découvrir au travers de textes. Et par extension au texte sacré, ça peut être n'importe quel texte qui nous fait réfléchir, qui nous fait évoluer. Mais ça peut aussi être le travail, bien sûr, avec un professeur de yoga, mais ça peut être un travail avec un psychologue, ça peut être un travail avec un thérapeute. Tout ce qui nous fait évoluer, pour moi, c'est Svadhyaya, tout ce qui nous fait réfléchir et avancer sur le chemin qu'on s'est donné comme voie. Et ce chemin de Svadhyaya, l'idée, c'est de partir du petit soi. D'habitude, je fais des dessins, mais ici, on ne sait pas le faire, mais du petit soi, notre enveloppe corporelle, nous, notre mental, etc., pour aller vers le grand soi avec un grand S, notre Purusha, notre Chitta, c'est ça, notre Chit, pardon, c'est ça le travail de Svadhyaya, c'est découvrir cet être profond, lumineux, clair, sattvique, etc., calme, paisible, satisfait, content, voilà, qui est en nous. Et pour terminer, Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana, c'est l'abandon du fruit des actes à une force qui nous dépasse. Ça peut être un dieu, ça peut être l'énergie universelle, chacun va choisir son Ishvara, je vais dire. Mais l'idée, c'est que ce n'est pas nous le maître. Est-ce que, quand vous vous baladez dans la nature, si vous le faites, est-ce que vous avez conscience que vous n'êtes qu'une parcelle de ça? Eh bien, moi, je crois que la plupart des êtres humains, on se balade dans la nature, mais inconsciemment, on se sent supérieur. Il suffit d'un bon orage ou d'une bonne tempête pour vite comprendre qu'on n'est pas supérieur. Chez vous, peut-être même que rencontrer un loup, un ours, je ne sais pas s'il y a ça, fait vite comprendre que… Voilà. Et donc, c'est cette idée que je peux faire ce que je veux, ce n'est pas moi qui décide. On peut prendre des tas d'exemples. En France, vous connaissez certainement chez vous, vous connaissez certainement Alain Delon. Hein? Vous vous souvenez, cet acteur qui maintenant a 80 ans, plus ou moins. Au départ, il ne voulait pas être comédien, c'est la vie qui a fait que. Vous connaissez aussi Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo, il a fait le conservatoire, il a été mis dehors.
Alors voilà qui ne veut pas être acteur, qui devient une star, un autre qui veut être acteur, qui est mis dehors. Enfin, heureusement, lui, il réussira quand même. Mais qui décide de ça? Qui décide? Moi, je jardine un peu. Je vais chercher 20 framboisiers à repiquer dans mon jardin. J'écoute tous les conseils qu'on me donne, je les repique au même endroit, selon la même technique. Il y en a 18 qui reprennent et 2 qui meurent. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Pourquoi? Et ainsi de suite. On pourrait citer des exemples plus profonds, bien sûr. Mais ce n'est pas nous qui décidons de ce qui se passe. Et c'est savoir accueillir aussi ce qui nous arrive en acceptant que parfois c'est une protection. Parfois on échoue et puis on se rend compte après, au moment même on est blessé, on râle, on en veut au monde entier, etc. Et puis parfois on se rend compte après, ben, j'étais protégé parce que ce n'était pas ça ma voie. Ce n'était pas là que je devais aller. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de situation, mais c'est intéressant à observer. Voilà. Alors, vous allez me dire, puisqu'il me reste quelques minutes, j'ai voulu tellement aller vite pour utiliser l'heure, vous allez me dire, ouais, non, avant de venir à ça, il faut quand même se rappeler aussi, il y a une chose intéressante, c'est, comment dirais-je, il faut que je reprenne je ne sais plus le numéro du sutra, mais Patanjali dit que c'est le grand vœu que celui qui décide de respecter les yama niyama et qui arrive à les respecter en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, quoi qu'il arrive. Ça, c'est intéressant aussi, hein, parce que même chez les profs de yoga, je vois des gens qui sont dans une file d'attente et puis qui râlent parce que dans la file à côté, on l'a dépassé ou parce que, enfin, voilà. C'est intéressant d'essayer d'appliquer ces principes-là, ces préceptes-là à tout moment, dans toutes les circonstances. Et souvent, on me dit, mais oui, mais c'est un truc c'est pas possible, ce que tu me racontes là, c'est trop. Moi, je dis que c'est exactement comme quand on fait du piano, du violon, du tennis ou quoi. Ben, on apprend petit à petit des techniques et au bout d'un moment, on fait des coups magnifiques ou on joue des morceaux magnifiques. Mais pour ça, il faut s'entraîner tous les jours, quel que soit le sport ou la musique qu'on ait choisie. Il faut s'entraîner tous les jours. C'est exactement pareil pour les yama niyama. C'est s'entraîner tous les jours et la plupart du temps, bien souvent, on rate et puis petit à petit, on réussit. Et de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année, on réussit plus que ce qu'on a raté. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Une chose aussi, c'est qu'on me dit souvent, quand je présente les 3 premiers yamas, hein, donc comment dirais-je, la non-violence, etc., on me dit, oui, mais ce que vous me racontez là, ben, c'est un peu comme dans la religion. Et je dis, moi, c'est souvent des gens qui font cette remarque, ce sont des personnes qui sont un peu en colère avec la religion catholique. Quand je donne des cours, moi, je ne parle pas de religion, je ne parle pas de mes croyances à moi, mais ce qu'on dit dans les yama, niyama, c'est universel, on va retrouver ça dans toutes les philosophies, dans toutes les religions. Hein. Ce n'est pas propre au yoga. Dans le yoga, c'est dit peut-être avec d'autres mots, mais c'est la même chose pour tout le monde. Donc, effectivement, on peut retrouver ça dans certaines religions. Et alors, voilà, c'est universel, ça concerne tout le monde. Une question que l'on me pose souvent, c'est oui, ok, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que je vais faire, moi, avec ça? Comment est-ce que je peux mettre ça en place? Parce que c'est là la difficulté, évidemment, c'est tellement énorme. On ne peut pas arrêter de se mettre en colère, de boire, de fumer, etc., le même jour, ça, c'est pas possible. Et donc, ce qu'on conseille, c'est de prendre la chose avec laquelle vous avez le plus de facilité. Si vous avez, par exemple, des facilités pour diminuer vos quantités de nourriture, mais commencez par là. Et une fois que le premier pas aura été fait et que les choses vont s'améliorer, que vous allez voir, ah oui, je perds du poids, je mange moins, etc., il y a des choses petit à petit qui vont se mettre en place.
Pour d'autres, ça va être de respecter Juba, parler avec des choses qui sont justes, utiles, bienveillantes et agréables. Chacun va prendre un point de départ différent. Mais à partir du moment où on travaille un point, qu'on le développe, qu'on acquiert un certain savoir-faire sur ce point-là, les autres vont suivre immanquablement, immanquablement. Ça, il faut que vous ayez confiance en ça. C'est vraiment très intéressant. Et petit à petit, ben, le reste va suivre. Les yama, niyama deviendront un jeu d'enfant. Voilà. Voilà, je suis à quelques minutes près, j'ai respecté ce qui m'avait été demandé. C'est très difficile parce qu'il y a encore beaucoup de choses à vous dire sur les yama, niyama. Il y a énormément de choses. J'en parle dans mon livre, je ne vais pas faire ma pub, mais j'en parle dans le livre. Patanjali, par exemple, donne le fruit pour chaque yama, pour chaque niyama, ce qu'on peut entendre. Parce que Patanjali, c'est un malin. Il nous donne chaque fois il nous met chaque fois la carotte devant le nez. Il nous dit chaque fois, si tu fais ça, tu auras ça. Hein. Et donc, c'est très intéressant. Voilà, moi, je suis prêt à entendre vos questions et à essayer d'y répondre dans la mesure de mes possibilités. J'aurais envie de faire quelque chose. Je ne sais pas si Lily est devant son écran. Je vois que son micro est fermé, mais ça ne veut pas dire qu'elle est… Oui, Je suis là. tu as tellement une belle expérience à raconter par rapport à Ahimsa. Tu te souviens ce que tu nous avais raconté dans un parc en Inde? Oh, quand j'étais allée voir un matin des gens, parce que c'était comme un rituel, puis j'étais partie avec des élèves, j'accompagnais des élèves en Inde. Puis, là, le matin, très, très tôt, on part pour aller voir les gens, aller se faire brûler sur le Gange et tout ça. Et il fait super froid, on est dans le nord de l'Inde. Puis il fait froid, là, j'ai ma tuque, j'ai mes gants, je vais, là. Et là, tout à coup, j'arrive, puis là, je vois sur les gaps qu'on appelle, je pense, je vois des gens qui dorment là, sur un morceau de papier journal, et eux, pour eux, là, c'est comme un honneur d'être présent là. Puis on passé la nuit là. Moi, je suis en train de geler, et puis eux, ils ramassent leurs sous pour peut-être un jour avoir la chance de pouvoir avoir la possibilité d'être brûlés aussi sur le Gange. Et là, tout à coup, je suis envahie par une culpabilité épouvantable. Puis là, je me mets à pleurer. Puis là, je dis, mais c'est épouvantable de me plaindre parce que j'ai froid. Ils dorment là. Et là, les élèves essaient de venir me consoler. Ils me disent, ça va, oui, ça va. Et je ne suis pas capable de revenir. Là. Je suis envahie par cette culpabilité-là de vivre dans autant d'abondance. Et dans ma tête, je me dis, là, Lily, là, il faut que tu prennes conscience du cadeau que tu as d'avoir autant d'abondance. Il faut que tu sois vigilante, il faut que tu sois présente aussi à tout ce que tu consommes, puis essayer de ne pas gaspiller, puis d'être dans le contentement et la gratitude. Alors, je reviens, j'accompagne mes élèves, on retourne à l'hôtel, on arrive super faim, on arrive dans notre bel hôtel, et là, j'ai faim, je prends une belle grande assiette, je finis de manger, je me rends compte qu'il reste la moitié de mon assiette. Et là, tout à coup, je me dis, hey, ça n'a pas été long que je suis revenue. Hein? C'est comme, j'ai été tellement remplie de bonnes intentions, et 1 heure plus tard, je me rends compte que je suis à la même place que là où j'étais. C'est pour ça que je me dis que on a beau être rempli de bonne volonté, c'est vraiment un travail de longue haleine, de changer profondément. Ouais. C'est drôle parce que c'était une belle histoire que tu nous as racontée là, mais je veux juste te dire que ce n'était pas celle-là auquel je pensais. C'est vraiment drôle. J'en raconte tellement. Quand même, merci Madame Champagne, je ne connais pas le prénom. Lily. Lily. Il y a Marie. Je vais rebondir là-dessus, si vous le permettez. Vas-y, vas-y. Parce que Desi Kachar, mais étrangement ma mère, qui n'a jamais fait de yoga, loin de là, disait la même chose. C'est la théorie des 3 bâtons. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non? Mais ça, c'est en réaction à ce que tu dis, Lydie. C'est Lydie, hein, c'est ça? Lily. Comment? Lily. Lily, pardon. Voilà. Il y a un bâton qui est comme ça,
L'autre, il est comme ça, vous voyez, et le troisième, il est comme ça. Vous voyez, il y a 3 bâtons de grandeur différentes. Vous me suivez là? Faites-moi oui avec la tête. Oui, OK. Nous, on est le bâton du milieu. Alors, on voit le grand bâton, il a une plus grosse maison, il a une plus grosse voiture, il a une plus belle femme ou un plus beau mari, qui a une meilleure situation, qui est plus intelligent. Il a des enfants qui sont plus beaux, plus sympas. Tout est mieux chez le grand bâton. Et Desi Cachard et ma mère, qui ne se connaissaient pas, hein, je vous promets, ils nous ont dit, parce que je n'ai pas eu Desi Cachard en personne pour ça, mais regardez le petit bâton. C'est l'histoire de Lily. Regardez le petit bâton. Vous avez la chance d'avoir une maison, vous avez la chance d'avoir une voiture, vous avez la chance d'avoir une femme ou un mari, vous avez la chance d'avoir des enfants. Et le monsieur à côté, il a une plus petite maison, il a une plus petite voiture, il a une femme qui est peut-être moins jolie, ou des enfants moins sympas, ou qui réussissent moins bien, etc. Voyez ce que vous avez. Et ce que Lily dit, c'est vrai, nous fonctionnons comme ça. Et souvent, ces derniers temps, je regarde ma femme et je lui dis, mais on est riche. On n'a pas des millions, hein, nous, comme vous probablement, mais on n'a pas des millions, on est riche. Écoutez, quand vous regardez ce qui se passe dans le monde, il y a 1 personne sur 10 qui mange à sa faim. Et dans cette personne-là, donc dans ces 10% qui mangent à leur faim, il y a encore 10%, donc 1 personne sur 100, qui mange trop. Et nous sommes dans ce pourcentage-là souvent. Et donc, moi, je dis, on est riche. On a un toit, on a du chauffage, on a des voitures, on a tout ce qu'on veut. Et combien de personnes ont ça aujourd'hui dans le monde? Donc, merci Lily, oui. Et c'est vrai que, comme tu dis, on est plein de bonnes résolutions et puis on va au restaurant et c'est le buffet, c'est gratuit, c'est compris dans le prix, donc on prend trop et puis on laisse la moitié alors qu'il y a des gens qui meurent de faim. Ouais. Rassure-toi, tu n'es pas la seule. Hein. Oui. En fait, l'histoire que je voulais que tu nous racontes, Lily, c'était quand tu étais dans un parc et puis qu'il y avait eu une agression et puis que toi, tu étais tellement dans un espace de paix que tu t'es peut-être senti, que tu étais, tu sais, ce qu'on dit par rapport au sutra sur la non-violence, que la violence, le fruit de ça, c'est qu'il n'y a plus de violence autour de nous. Et puis, tu avais un peu vécu ça dans ce ah, ben, c'est parce que j'avais pensé que tu racontais quelque chose en Inde. C'est juste parce que quand j'étais enceinte, j'avais été dans un parc, je fais une histoire courte. J'avais été dans un parc, je m'étais habituée pendant toute ma grossesse à aller dans ce parc-là pour aller méditer. Puis j'y allais souvent en fin de journée et j'avais entendu dire que dans ce parc, il y avait eu des agressions. Il y avait quelqu'un qui passait, puis il y avait eu plusieurs agressions. Fait qu'un soir, il commençait à faire plus ombragé. Je suis en train de méditer et je sens qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Et là, je reste dans cet état-là de paix, puis de vraiment rempli d'amour. Et à un moment donné, je ouvre les yeux, et là, je vois quelqu'un en face de moi qui me regarde et il me dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Et là, j'ai eu comme juste un instant de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tombe dans la peur ou je reste connectée à ce que je suis puis à ce que j'ai le goût d'être? Puis j'ai juste dit, mais moi, je suis en train de méditer, c'est tout. J'ai refermé les yeux, j'ai senti que la personne, elle était encore là, puis tout à coup, la personne est partie. Puis je ne saurais jamais si c'était l'agresseur, mais tout ce que je sais, c'est que j'étais tellement remplie de paix intérieurement probablement, il s'est dit, il n'y a pas de feeling à avoir là, c'est plate, là. Fait qu'il est parti. Fait que je me rends vraiment compte que quand, je ne sais pas si aujourd'hui je revivrais les choses de la même manière, mais cette fois-là, j'étais vraiment remplie de bienveillance et d'amour, puis je pense que ça l'a reflété autour de moi. Ouais. Fait que c'est ça. Merci, Suzanne, d'avoir m'avoir raconté cette histoire. Ça fait plaisir. Oui. Marie-Claude Gosselin. Oui, bonjour Michel. Bonjour. Merci beaucoup pour la conférence. C'était vraiment fascinant. Moi, j'ai une question piège, mais le but, c'est pas de vous piéger, c'est vraiment d'entendre un peu votre idée là-dessus, qui va toucher aussi toute... est-ce que tout est tranché dans les yama-niyama ou est-ce que pour certaines personnes, la réflexion peut prendre différentes avenues pour voir finalement
qu'est-ce qu'on respecte ou sur quoi on empiète. Puis je pars avec une petite histoire, moi aussi, que j'ai lue dans un livre. Est-ce que ça va avec mon accent, Michel? Jusque-là, ça va. Parfait. Alors, c'est une histoire que j'ai lue, probablement que vous la connaissez, qui m'avait vraiment frappée. C'était un méditant qui est tranquille, en train de méditer. Et là, il passe un beau cerf devant lui. Puis là, il profite de ce paysage-là. Et pas longtemps après, il passe un chasseur. Et le chasseur demande au méditant, est-ce que vous pouvez me dire par où est allé le cerf? Alors là, le méditant se trouve dans un impasse à faire. Si je lui dis où est le cerf, je vais provoquer la violence parce que le chasseur va tuer le cerf. Mais si je ne lui dis pas, alors là, peut-être que le chasseur n'aura rien pour nourrir sa famille, sa femme, ses enfants. Alors, comme évidemment, des situations comme ça, on en croise très peu dans la vie où on a vraiment un choix comme ça tranché à faire, mais j'étais quand même curieuse de vous entendre sur de quelle façon on pourrait faire le respect total, le grand vœu des Yama et Niyama dans une situation comme ça, par exemple. Oui. Est-ce que moi j'ai un accent pour vous, certainement? Vous me comprenez? On vous comprend très bien. On se comprend bien. Pour répondre à cette question-là, c'est complexe, hein, y a beaucoup de choses à dire. Les Yama Niyama, c'est tranché et en même temps c'est souple. C'est tranché en ce sens que voilà, il n'y a pas de tergiversation par rapport à la violence ou la non-violence, etc. Mais je vais m'en référer à Vyasa. Vous connaissez Vyasa, le grand commentateur des Yoga Sutras? Oui, tout le monde? Vous voyez de quoi je parle ou pas? Vous savez qu'il y a des commentateurs pour les Yoga Sutras et qu'il y a différentes gradations dans les commentateurs. Le plus connu, c'est Vyasa. Il y a une brique comme ça qui fait 900 pages qui explique les Yoga Sutras. Et lui, dans son commentaire, il dit que le pêcheur qui va pêcher pour nourrir sa famille et qu'il n'y a rien d'autre pour nourrir sa famille, il n'est pas en faute, il n'est pas en tort. Ce n'est pas de la violence, il faut nourrir sa famille à ce moment-là. Voilà. Et je pense que c'est juste, je pense qu'à un moment donné, moi, je n'irai pas chasser le cerf parce que d'abord, je n'aime pas la chasse, c'est violent, et je n'ai pas besoin de tuer un cerf pour nourrir ma famille parce que dans les magasins, je trouve ce qu'il faut. Mais si il n'y a rien d'autre comme solution, s'il n'y a rien d'autre qui s'offre à nous, via ça dit, à ce moment-là, la personne, elle respecte. Tu ne vas pas laisser mourir tes enfants parce que tu ne peux pas les nourrir, parce que tu dois respecter la non-violence. Tu vois, ça doit tenir compte aussi les Yama Niyama, je pense, ça doit tenir compte de la culture aussi de chaque pays. Tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. En Angleterre, par exemple, ils mangent beaucoup de cheval. Chez nous, c'est horrible de tuer un cheval pour le manger. Tu vois, alors, je ne dis pas que c'est bien de tuer un cheval, hein, mais voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut les respecter au maximum de ce qu'on peut, mais il y a des situations où on ne sait pas faire autrement. J'ai été une fois agressé. J'étais très jeune, hein, j'avais 20 ans. Je suis agressé en rue par une bande de jeunes. Et à un moment donné, comme Lily Champagne a dit tantôt, je sens que je n'ai qu'une seule solution. Je suis acculé, je suis coincé contre un mur, il faut que je frappe le premier. Je ne sais pas expliquer. J'ai frappé le premier. Celui qui m'agressait a alors reculé, il a sorti un couteau de 30 cm. Mais il avait tellement eu peur avec le coup que je lui avais donné, qui n'était pas très méchant, hein, mais il avait tellement eu peur qu'il a reculé et ça m'a permis de m'enfuir. Donc voilà, parfois on se retrouve dans des situations où on n'a pas d'autres possibilités. Maintenant, c'est ce qui nous est enseigné, en tout cas dans notre école, on n'est pas dans le cadre de tu me mets une baffe, je te tends l'autre joue, quoi, hein. Ce n'est pas du tout ça. Mais à certains moments, il y a des choses qu'il faut faire, quoi, qui ne sont pas toujours agréables, qu'on n'a pas envie de faire. Mais voilà, il faut si demain je devais tuer un cerf pour nourrir ma famille, probablement que je le ferais parce que je n'aurais pas d'autre choix. En imaginant dans ton exemple, je ne le ferais pas de gaieté de cœur, mais s'il faut manger, on ne va pas tous mourir, quoi, on ne va pas se laisser mourir. Mais j'essayerai quand même plutôt de planter des choses dans mon jardin pour me nourrir que d'aller tuer un cerf. Voilà.
Il y a Guylaine qui avait ouvert son micro et qui aimerait vous poser une question, Michel. Bonjour. Bonjour, Michel. Je suis ici. J'arrive, là. Je vais... Je ne la vois pas. Ça s'en vient. Pas long, ça s'en vient. Je ne la vois pas. Voilà. Oui, bonjour, Bonjour, Guylaine. Michel. Moi, je trouve ça intéressant. Yama, c'est ce qui me nourrit le plus. Et puis, j'ai décidé de le partager aux enfants. Donc, depuis très peu, je suis tout à fait nouvelle dans l'approche du yoga enfant. Et je me disais comment je pouvais bâtir des séances pour garder l'intérêt, puis que pour moi aussi, ça puisse me nourrir, tu sais. Et j'ai décidé de faire des séances sur les yamas. Oui. Là, je m'en vais bientôt là, dans ma prochaine session qui va débuter en mars, fin mars, vers les niyamas. Puis, je veux juste vous partager que les enfants sont vraiment très réceptifs. Fait qu'on faisait le yama sur la bonté, la bienveillance. On a vu la vérité, etc. Fait que j'utilisais des thèmes, je les amenais dans des réflexions. Ils me partageaient ce qu'ils pensaient face à ça. Et juste comme vous partagez ça, à la toute fin de ma session, ils m'ont dit, si on continue, est-ce qu'on va avoir encore des discussions? Est-ce que tu as aimé ça, toi, les discussions? Tu sais, il a dit, oui, moi, c'est ce que j'ai le plus aimé. Fait que j'ai dit oui, on va poursuivre dans les discussions. Fait que ce qui me vient comme question, Michel, c'est est-ce qu'il y a des ouvrages, tu sais, je lis partout ce qu'il y a sur les yamas, niyamas, là, mais quelque chose dédié pour les jeunes, là, tu sais, les enfants, ça peut être adolescents. Est-ce qu'il y a des ouvrages là-dessus? Alors, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, il y a des ouvrages de plus en plus. Maintenant, moi, j'ai beaucoup donné de cours pour enfants à un moment donné, et puis j'ai arrêté depuis longtemps. Je suis en train de regarder sur mon PC parce que j'ai des livres que j'ai scannés ou quoi, parce qu'ils sont épuisés, on ne sait plus les trouver. Et je suis en train de regarder en vitesse, mais on va peut-être prendre trop de temps si je fais ça, parce que j'en ai un ou deux pour les enfants. Et il y a des livres, oui, qui... Attends, je remette la vidéo, voilà. Il y a des livres qui racontent des histoires, par exemple, qui permettent comment dirais-je, d'agir, d'interagir avec les enfants sur les yama-niyamas. Oui, c'est certain qu'il doit y en avoir. Maintenant, à un moment donné, moi, je collectionnais tout ça. Maintenant, je n'ai plus. Quand je dis collectionner, je gardais, j'achetais. Mais en cherchant, oui, il doit y avoir moyen. Maintenant, ce serait chouette je pense à ça maintenant, de pouvoir rester en contact ou de se donner les infos. Je ne sais pas comment on pourrait le faire de façon pratique. Je vais rentrer en contact avec Suzanne. Oui, ben c'est ça. Tu pourras moi je n'ai plus grand-chose, mais je vois qu'il sort, en tout cas chez nous, et j'imagine chez vous aussi, de plus en plus de livres, de manière générale, pour la jeunesse, qui sont extraordinaires. Mais sur le yoga aussi, il y en a de plus en plus qui sortent, qui s'adressent aux enfants, aux adolescents, etc. Donc, ça doit exister. J'en suis convaincu. Mais en même temps, Guylaine, tu es professeur de yoga. Tu as toutes les réponses en toi. Tu n'as pas besoin de livres. Tu peux trouver en toi les histoires, les discussions. Les livres peuvent t'aider. Mais s'il n'y a pas de livre, tu as tout ce qu'il faut en toi. Oui. Je suis pas inquiète que l'univers va me l'apporter, ce dont j'ai besoin. Mais j'aime me nourrir de ça. Oui, je comprends. C'était parce que toi, tu t'intéresses puis tu partages beaucoup de choses là-dessus. Je me suis dit peut-être que j'ai une belle connexion avec Michel. Non, je t'avoue que je n'ai pas cherché. J'ai arrêté de m'occuper du yoga pour enfants. Donc, tout ce qui passe, je le vois passer, mais je ne m'arrête pas dessus par rapport à ça. Je vais y revenir là, parce que là, je ne l'ai pas sous la main, mais il existe des petits contes indiens qui parlent aux enfants, mais je ne me souviens plus du nom. S'il y a quelqu'un dans l'assistance qui s'en souvient, mais je vais en parler. Puis en passant à la prochaine conférence,
avec Marie-Claude Paradis. Ça risque de t'intéresser, Guylaine, parce qu'elle parle des enfants, puis j'ai vu un peu ce qu'elle fait. C'est vraiment super intéressant. Tu risques de beaucoup aimer ça. Et puis peut-être aussi, Guylaine, qu'en cherchant sur Internet, puisque maintenant on trouve de tout. Oui, ben, oui, je vais partout, hein, puis je suis grand-mère, j'ai plein de petits livres, j'en ai sur la bonté, j'ai toutes sortes de choses. Ah, Annie dit qu'elle va envoyer les livres de référence pour les jeunes, puis Hélène Cormier aussi. Ah non, elle pourrait avoir de l'info. Parfait, Annie, on va essayer de trouver. Sa formation, Annie. Oui. Oui. Ben, merci. Écoutez, le temps est pas mal terminé pour la conférence avec Michel. On aura sûrement l'occasion de revoir Michel dans certains événements du CTY. Ce n'est pas la dernière fois que vous allez le voir. En tout cas, j'espère. Et puis, ben, un grand, grand merci, Michel, pour ce survol des Yama-Niyama. Puis, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je rappelle que c'est un ouvrage qui peut être disponible au Québec. On ne sait pas encore le montant parce qu'il va falloir penser à ben, la différence entre l'euro et le Canadien d'une part, puis aussi le transport de tout ça. Mais c'est quelque chose qu'on pourra éventuellement regarder avec vous prochainement. Alors voilà, un grand, grand merci, Michel. J'espère que tu vas... Je pense que tu es en formation hein, ce week-end. Oui, je m'étais trompé quand tu m'avais proposé de prendre la parole. J'avais mal regardé dans mon agenda. Ça ne m'arrive jamais, comme par hasard. Je m'étais trompé, effectivement, normalement, mais je me suis fait remplacer cet après-midi. Ils font du chant et des postures avec du chant, etc. Donc, Parfait. En tout cas, je vous remercie toutes, parce que je n'ai pas vu d'hommes, en fait, dans les vidéos. Là. Oui, il y en a. Il y a quelques personnes. Il y a Richard, attendez une minute, là. Oui, il y a Daniel, pardon, Daniel. Il y a Daniel, il y a Stéphane, minimalement. Oui, c'est ça. Il y en a quelques-uns. Okay. Comme un peu en Occident, c'est beaucoup les femmes. Hein, oui, hélas. Je dis hélas, pas que ceux qui aient des femmes, mais qu'il n'y ait pas plus d'hommes. Oui. Voilà. Alors, ben, merci. Marie-Claude, tu peux peut-être arrêter l'enregistrement. Michel aussi, je pense que toi aussi t'enregistrais. Hein? Alors, merci et au revoir et peut-être à une prochaine. Ben oui, au plaisir. Et bonne continuation, oui. Au revoir Lily, au revoir les autres. Merci Michel, au revoir. Au revoir Daniel, au revoir Suzanne. Porte-toi bien, ça m'a fait plaisir de te revoir. Puis très belle présentation, c'est excellent. Merci. Bon printemps à toi, bye bye. Bye. Merci Michel Collas. Merci beaucoup. Intéressant. Merci. Alors,